Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Elle veut succéder au président Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo. Monique Mukuna Mutombo, candidate indépendante, elle a annoncé sa candidature malgré le doute sur la tenue de la présidentielle avant décembre 2017. Les Tunisiens de plus en plus endettés, la somme globale dépasse désormais les 20 milliards de dinars de crédit accordés aux ménages, soit le double du montant il y a à peine 7 ans. Et puis retour sur les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations de football Kenya 2018 face aux indétectibles rwandais. Et après un match très disputé, le Rwanda est à présent hors compétition. Alors que la République démocratique du Congo est toujours dans l'attente d'un calendrier électoral, une nouvelle candidature s'est déclarée. Il s'agit de celle de Monique Mukuna Mutombo, candidate indépendante. Elle a annoncé sa volonté de succéder au président Joseph Kabila. Les précisions de notre correspondant Jacques Kamboka. C'est la première femme candidate déclarée à la prochaine présidentielle en République démocratique du Congo, à la tête d'une plateforme composée d'associations et partis politiques dénommée RD Congo Nouvel Horizon, lancée à Kinshasa le vendredi 18 août 2017. Monique Mukuna, une inconnue sur la scène politique congolaise, estime être le meilleur choix pour succéder à l'actuel président de la République, Joseph Kabila. Selon la Constitution et l'accord de la Saint-Sylvestre, ce dernier ne peut plus briguer un troisième mandat à la magistrature suprême. Vous vous dites c'est peut-être un pays qui veut nous imposer cette femme. Peut-être c'est le gouvernement ici en RDC qui veut nous imposer cette femme. Je vous réponds que ma force vient parce que j'ai travaillé à l'intérieur. J'ai vu le potentiel de la RDC. Cela fait 11 ans que je travaille à l'international. Il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent se comparer à notre pays. C'est pour cela que j'ai besoin réellement du peuple congolais. Ne laissez pas d'autres personnes me soutenir. C'est vous qui devez soutenir ça. Alors que le pays est dans l'attente d'un calendrier électoral pour des élections qui risquent de ne pas avoir lieu dans les délais convenus dans l'accord du 31 décembre 2016, la candidature de Monique Mukuna suscite des questions, notamment celle de savoir si la RD Congo, à l'instar de nombreux autres pays du monde, est prête à avoir à la tête de l'État une femme. Dans le contexte congolais, il est difficile aujourd'hui pour les Congolais de confier la gestion du pays à une femme. Moi, je pense que les ambitions peuvent être là en attendant que le moment voulu n'arrive. Parce que les Congolais peuvent se décider de le faire si le Congo devient stable. Née à Kolwezi vers 1974, Monique Mukuna travaille comme représentante dans 11 pays d'Afrique de Antazer Afrique BVBA, une multinationale belge basée à Anvers en Belgique. Elle ne juge pas prudent de dévoiler son programme électoral à ces stades, mais croit que sa volonté de changer l'image de ces pays est le meilleur atout. Elle mise sur l'électorat féminin qui représente plus de 55% de la population, mais aussi sur tous ceux qui veulent changer le système en place lors de la prochaine présidentielle qui, insiste-t-elle, doit se tenir en décembre 2017. Les chiffres sont alarmants. Plus de 20 millions de dinars, c'est le montant des dettes contractées par des familles tunisiennes. Une somme en constante augmentation, alors que le gouvernement doit faire face à un taux d'endettement de plus de 75%. Les précisions de Sharon Kamara. Les ménages tunisiens sont de plus en plus endettés. Depuis 2010, le montant de l'endettement des Tunisiens a doublé pour atteindre en 2017 plus de 20 milliards de dinars pour 800 familles ayant contracté des prêts auprès de la banque. Alors que le montant des endettements augmente chaque année de 17%, la Tunisie doit faire face à un autre fléau, les crédits non remboursés ou en litige, qui représentaient en 2016 800 millions de dinars. Les Tunisiens doivent rationaliser leurs dépenses pour ne pas recourir à l'endettement, car malgré leur faible montant, les crédits à la consommation sont en augmentation constante. Les Tunisiens font face à une conjoncture difficile où s'enchaînent depuis quelques années le Ramadan, l'Aïd al-Fitr, les festivités de l'été, les soldes, l'Aïd al-Kabir, la rentrée scolaire, sans oublier les autres occasions comme les mariages. Le consommateur tunisien contracte des crédits auprès des banques en premier lieu, mais d'autres organismes entrent en jeu, tels que les magasins proposant des paiements différés ou en plusieurs fois, ainsi que les organismes spécialisés. 80% des crédits alloués aux ménages concernent l'acquisition ou l'aménagement des maisons. Viennent ensuite les crédits automobiles et les prêts étudiants. La croissance de l'endettement est due à la baisse du pouvoir d'achat et à l'inflation de certains produits, dont les produits alimentaires et l'habillement.
depuis sa révolution en 2010-2011, c'est qu'il a la démocratie, il y a une liberté totale d'expression, mais d'un autre côté, il ne crée plus de richesse. Et nous ne sommes pas un pays entièrement libéral, donc le gouvernement, qui est la partie exécutive du pouvoir, est responsable de l'initiation de la croissance. Et là, on constate que le gouvernement n'a strictement donné aucune vision claire sur la croissance. Une situation alarmante du côté du gouvernement, puisque l'État doit lui-même faire face à un taux d'endettement de plus de 75% et à un budget de fonctionnement qui ne cesse d'augmenter. Dans l'impasse, la Tunisie a dû faire appel à des fonds internationaux, dont le FMI, des aides qui ne sont pas sans conséquences, puisque la Tunisie doit maintenant se conformer aux exigences des autorités internationales. Celles-ci concernent notamment la mise en place d'un programme de réformes économiques qui risquerait bien de durcir les conditions d'accès au crédit bancaire. Adieu Madiba, c'est le nom du nouvel ouvrage de l'écrivain congolais Gabriel Hencha Ebia, inspiré de la vie de Nelson Mandela. Cette biographie de 150 pages relate les péripéties de la vie de celui qui a lutté pour la liberté des Noirs dans son pays, l'Afrique du Sud, mais également sur le continent d'Eva Panzo. Plus de 3 ans après sa disparition, l'histoire de Nelson Mandela continue d'inspirer les intellectuels. Dans cet ouvrage intitulé Adieu Madiba et dédicacé ce 19 août 2017, Gabriel Hencha Ebia a relaté avec force et détail les années qui ont précédé l'emprisonnement du leader sud-africain, sa lutte contre l'apartheid, son séjour en prison, sa libération et son élection à la tête de la nation arc-en-ciel. En reconnaissance à l'homme qu'a été Madiba pour le combat qu'il a mené en Afrique du Sud, et qui ont réjailli sur toute l'Afrique et même le monde. Transmettre le combat de Mandela à tous ceux qui veulent. Ce n'est pas facile du tout d'être comme Mandela, faire ce qu'il a fait. Pardonner à celui qui vous a jeté en prison, partager le pouvoir avec lui. Publié aux éditions Emar en 2016, Adieu Madiba est un ouvrage de 150 pages divisé en 4 chapitres. Pour certaines personnalités présentes à la cérémonie de dédicace, contrairement aux hommes politiques qui se servent du peuple pour obtenir des intérêts, Mandela aura été un homme providentiel. Quand on fait un livre sur Nelson Mandela, c'est forcément, il y a forcément beaucoup d'enseignements. Il nous a montré qu'il était un homme providentiel. Il n'était pas un homme politique, il n'était pas un homme d'État. Cet homme, non seulement a libéré tout un peuple, mais a contribué également à l'épanouissement de l'humanité, tant du point de vue des vertus telles que le pardon, mais aussi du point de vue des principes tels que le combat qu'il a mené pour libérer son peuple. Il l'a mené jusqu'au bout, au prix même de sacrifices inimaginables. Né le 24 août 1956 à Soinké dans le département de la Sanga, le magistrat de formation Gabriel Hencha Ebia est un ancien ministre et ambassadeur en République centrafricaine. Après la publication de ce 6e ouvrage, il prévoit d'écrire également sur l'histoire d'autres grands libérateurs africains tels que l'Angolais Agostinho Neto. À la page sport, le Rwanda, pays hôte de la précédente édition, ne participera pas à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations Kenya 2018. Malgré une victoire au match retour, le pays s'est incliné au dernier tour des éliminatoires face à l'Ouganda. Un reportage de notre correspondant Frater Ndaki Aisenga. Le Rwanda bat l'Ouganda de but à 0 le 19 août 2017 à Kigali, mais ne se qualifie pas pour le championnat d'Afrique des Nations 2018. En effet, les Amavubi s'étaient inclinés lors de la manche allée à Kampala face aux Grues couronnées 3-0. Les Rwandais ont donc rapidement marqué 2 buts dans le premier quart d'heure de jeu lors du match retour pour espérer faire un exploit. Mais le score restera inchangé au cours des 90 minutes. Les locaux manquent de peu toutefois la qualification. Nous avions planifié de mettre la pression sur l'équipe ougandaise et marquer un 3e but dans la deuxième mi-temps. Mais ça n'a pas marché. Il faut d'abord comprendre que nous avons des joueurs encore très jeunes qui apprennent toujours comment affronter l'adversaire. Après avoir éliminé le Sud-Soudan lors de la deuxième phase, l'Ouganda obtient donc son ticket pour le CHAN face au Rwanda dans la dernière phase. Et les Ougandais comptent bien se comporter dans la compétition. Nous perdons trop le ballon et nous devons corriger cela en tant qu'équipe. Sinon, nous nous apprêtons déjà à affronter l'Égypte et nous comptons sur nos professionnels pour gagner le challenge qui est devant nous.
Le championnat d'Afrique des Nations est une compétition dédiée exclusivement aux footballeurs évoluant dans les championnats qui se jouent sur le continent africain. La prochaine édition se déroulera au Kenya de janvier à février 2018. Dans les autres matchs du dernier tour des éliminatoires du CHAN 2018, la République démocratique du Congo, tenante du trophée, a été éliminée par son voisin, le Congo-Brazzaville, qui obtient ainsi son ticket pour le Kenya, tout comme le Mali, finaliste de l'édition 2016, éliminé par la Mauritanie. Qualification pour la Zambie, qui a éliminé l'Afrique du Sud, et neutralisée par la Libye. L'Algérie ne participera pas à la compétition. La Côte d'Ivoire, 3e au Rwanda, et le Cameroun, quart de finaliste, ont validé leur ticket. Le Maroc a éliminé l'Égypte. Quant au Sénégal et la Guinée, ils connaîtront leur sort le 22 août 2017. Autre compétition, l'Afrobasket Dames 2017 qui se poursuit à Bamako, la capitale malienne. La 3e journée s'est jouée ce dimanche dans le groupe A. Victoire des Angolaises 62 contre 65 sur les Tunisiennes. Après leur défaite de la 2e journée, le Mali, pays hôte, s'est ressaisi en s'imposant 61-39 face à la Côte d'Ivoire, et le Cameroun a largement dominé la Centrafrique 94-42. Dans le groupe B, victoire du Nigeria 106-72 contre l'Égypte. Le Mozambique s'est imposé face à la Guinée 88 contre 47, et 3e victoire des Sénégalaises. Les tenantes du titre ont battu la République démocratique du Congo 70 contre 67. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.